c'est en compagnie de Denis Mourizard, un expert de pêche en mer, que nous vous proposons de pêcher au surfcasting. Il en profite pour faire des points sur les cannes et vous montre comment monter une ligne du début jusqu'à la fin. L'équipement nécessaire en surfcasting comprend premièrement des cannes dont nous allons parcourir un petit peu l'éventail. Elles sont de deux sortes. Les cannes traditionnelles en emmanchement, en général disponibles en 3 ou 4 brins, comme celle-ci, qui possède une action relativement souple. La deuxième famille que nous voyons ici comprend les cannes à répartition. Ce sont des cannes plus courtes que les précédentes et uniquement disponibles en 2 brins égaux ou inégaux. La différence fondamentale qui sépare ces deux grandes familles de cannes réside dans la distance qu'elles peuvent atteindre. La première famille, donc les cannes classiques, sont uniquement réservées à des lancers par-dessus la tête, classiques très simples à utiliser, mais ne permettent pas d'atteindre de grandes distances de pêche. Leur action assez souple en fait donc des cannes faciles. La deuxième famille de cannes à répartition sont plus des cannes orientées vers la distance de pêche, qui permettent d'obtenir des distances de l'ordre de 120, 130, voire plus pour les très bons lanceurs, d'utiliser des techniques de lancer modernes telles que le pendulaire ou le plomb posé. Leur action est bien plus dure. Néanmoins, étant donné que ce sont toujours des cannes de pêche, elles gardent et conservent une action de pointe très marquée et très souple. On trouve une grosse différence d'action entre les cannes classiques et les cannes à répartition. Cette différence se situe essentiellement au niveau de la souplesse. Comme on peut le constater ici, cette canne est relativement souple. Le sillon travaille beaucoup. La partie intermédiaire commence à s'amorcer avant même qu'on ait lancé, sur une simple traction. Ceci se traduira en pêche par une grande facilité au lancer. Ces cannes ont en effet la faculté de lancer à des distances raisonnables sans que l'on ait à trop tirer dessus. Les cannes à répartition possèdent quant à elles un talon beaucoup plus raide et un sillon également plus raide. Cependant, la souplesse se concentre uniquement sur la pointe. Ceci pour la détection des touches en pêche et également pour amortir la puissance du lancer lors du lâcher du fil. La principale caractéristique technique qui fait que ces cannes sont plus performantes au lancer que les cannes traditionnelles se situe au niveau du talon. On constate ici que le talon est bien plus dur, ce qui permettra lors du lancer une meilleure accélération afin de conserver toute la puissance nécessaire à un long lancer. En montant sur le blanc, la canne s'assouplit, mais garde tout de même une certaine nervosité. Et plus l'on va aller vers la pointe, plus on va s'assouplir. La canne devient souple jusqu'à finir très souple sur l'extrême pointe de la canne. Voilà la conception d'une canne à répartition. Montage pour le tournant et pour le fixe, qui sont deux montages radicalement différents. En effet, on distingue sur le montage tournant un grand nombre d'anneaux. Sur ce produit, nous en comptons 8 et de petits diamètres. On constate également sur le montage tournant que nous n'avons pas de porte-moulinet fixe. En effet, le moulinet est maintenu par des bagues de serrage, une grosse et une petite, soit en position basse ou en position haute. En ce qui concerne le montage tambour fixe, nous trouvons tout d'abord un porte-moulinet fixe, étant donné que le moulinet sera toujours dans la même position, et également une grosse différence au niveau des anneaux, puisque nous n'en trouvons que 6, et de diamètre bien supérieur au montage pour tournant. Ceci pour venir compenser la vrille du nylon à la sortie de la bobine. À présent, nous allons monter une canne du début jusqu'à la fin. Nous allons commencer par placer l'arraché, c'est-à-dire la tête de ligne, qui est une portion de nylon de 40 à 60 centièmes, de grosse résistance et d'une longueur d'à peu près 10 mètres, qui permettra de forcer au départ du lancer sans risque de casse. Nous avons en jaune fluo le nylon du moulinet en 35 centièmes et en transparent
du 60 centièmes qui va me servir de tête de ligne. Je vais faire ici un nœud en 8, qui est un nœud très simple à réaliser et très solide. Pour commencer, nous prenons l'extrémité de notre arraché. On va réaliser une première boucle. Je vrille une fois cette boucle et je repasse le brin de fil à l'intérieur. On obtient donc ce qu'on appelle un nœud en 8. Je prends ensuite le corps de ligne en 35 que je passe dans la deuxième boucle du nœud en 8. Je mouille toujours le nœud et je serre le premier. Une fois cette étape réalisée, on récupère le brin de 35 centièmes. On vient former une boucle autour du 60 et on repasse le fil quatre ou 5 fois dedans. On resserre, on fait coulisser et on serre. Il ne nous reste plus qu'à couper les extrémités de l'arraché et du corps de ligne pour obtenir un petit nœud bien résistant. Maintenant, il nous suffit tout simplement d'enrouler la tête de ligne sur le moulinet. Lorsqu'on enroule le fil de l'arraché sur le moulinet, il faut toujours veiller à placer le nœud sur le côté de la bobine et enrouler l'arraché tassé sur lui-même, de manière à ce que lorsque l'on tient la bobine, on ne soit pas blessé par le passage du nœud. On va donc enrouler 2 mètres et on va couper l'excédent. On va fixer maintenant sur la tête de ligne une agrafe haute résistance qui nous permettra de raccorder tous les bas de ligne rapidement. On passe le fil dans la boucle de l'agrafe. On fait une boucle et on tourne. Quatre ou 5 fois le brin à l'intérieur. On mouille et on serre. Pour réaliser un montage traîneur fixe, nous avons besoin d'un morceau de nylon de 60 centièmes, d'une longueur d'1 mètre environ. Nous aurons également besoin d'un petit anneau brisé ovale qui nous servira de raccord avec l'agrafe de la tête de ligne. Nous allons donc le fixer sur le corps de ligne en 60 centièmes avec le nœud que nous avons regardé tout à l'heure. On humidifie le nœud avec un peu de salive. Ensuite, on va enfiler successivement une perle, un petit émerillon, une deuxième perle, et on obtient ainsi le système rotatif sur lequel on fixera l'empile. Ensuite, on va placer l'accroche à pas que voici. Pour cela, on enlève le bout de caoutchouc, on enfile le petit tube, ensuite l'accroche à pas en lui-même, et on vient bloquer le nylon avec le tube en caoutchouc. Et à l'extrémité inférieure du bas de ligne, on vient fixer l'agrafe porte-plomb à l'aide du même nœud que précédemment.
On va maintenant bloquer le système rotatif à l'aide de ce ressort de blocage, appelé coil trims, et qui s'utilise de la manière suivante. On place le ressort dans la main droite et on vient enrouler le nylon à l'intérieur. On coupe, pour finir, le surplus de ressort à l'aide d'une pince coupante et on finit de placer le nylon au centre du ressort. Pour l'empile, nous utiliserons un nylon de 35 ou 40 centièmes à la longueur du bas de ligne. Je noue l'hameçon par un nœud de cuillère, tout simple. Il me reste ensuite à prendre la longueur du bas de ligne, puis à fixer l'empile sur les moyaux. Le bas de ligne est maintenant terminé. Il ne nous reste plus qu'à fixer le plomb dans cette position pour l'avoir en traînard. On voit ici le montage sous sa forme traînard avec l'hameçon pris en position haute sur l'accroche à pas qui se présentera donc sur le fond. En inversant le montage et en supprimant la graffe du plomb, on va positionner le montage en version empile, potence longue, pour une présentation décollée de l'appât. Il ne nous reste plus qu'à aller l'accrocher sur la graffe de la tête de ligne, comme ceci. Je vais laisser ce montage dans cette version-là pour essayer de faire travailler mon empile dans le courant, étant donné que j'ai apparemment beaucoup d'herbe sur le fond. En décollant l'appât, on aura sûrement des chances de toucher un poisson. Je vais donc écher maintenant un verre. Les vers sont intéressants à utiliser pour quasiment toutes les espèces de poissons, du poisson plat au poisson chasseur. La pistiche est bien parce qu'elle tient bien, relativement bien sur l'hameçon et qu'elle offre des bouchées conséquentes. Voilà, je vais prendre maintenant, mettre mon accroche à pas en place. Il faut bien tendre celui-ci sur le corps de ligne. On va placer la canne et le montage à l'eau. Toujours vérifier qu'il n'y a pas de nœud au bout de la canne.
passer le banc de sable, il y a un tombant juste derrière. Chaque fois qu'on ramène, le fil passe dedans. Vraiment très difficile de savoir si on a quelque chose, puisque ça se plante tous les 3 tours de manivelle. Il y a un poisson, un petit poisson, un petit taco. Toutes les deux, c'est le courant. Et ça revient, ça va, ça vient. C'est le ressac, c'est la mer qui prend, qui revient. À gauche, c'est peut-être une touche. Piqué en bas. Encore un petit sard. L'influence des marées est très importante dans la pêche, notamment sur toute la côte ouest de la France. Le phénomène de marée fait énormément bouger le poisson, c'est-à-dire que c'est un point très positif dans la mesure où on peut se baser sur des horaires bien précis qui vont en général correspondre à la venue du poisson à la côte. Les moments privilégiés sont les étals de marée basse, quelques fois de marée haute, et les quelques heures qui sont avant et après les étals.